demande si on a pris notre week-end des vacances. Alors qu'en fait, on n'a peut-être déjà plus rien à faire. Donc, il y a tout un changement aussi dans le fonctionnement du management qui est à intégrer. Des nouvelles compétences aussi. Donc, comme j'expliquais, marketing digital, la seule chose qu'on a en commun, c'est le marketing. Et le grand remplacement, comme j'expliquais, c'est-à-dire qu'on préfère virer des personnes qui étaient en poste plutôt que de les former pour les faire évoluer. Donc, que deviennent les opérationnels du marketing? Ceux qui n'ont pas de formation n'ont pas d'autre choix que de se former, mais dans ces cas-là, s'ils n'ont pas encore un niveau d'études assez important, ils peuvent en profiter de faire un diplôme. Ceux qui ont déjà un niveau d'études assez élevé se retrouvent face à une pénurie de formation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu le tour de ce qui existe en formation. Il y a des choses assez classiques, c'est soit on fait un bac plus 5 en 2 ans, en tout cas en fin d'année, en fin d'études, soit on a des journées de formation, des petits bouts de formation. Entre les deux, il y a un vide. On n'a pas de parcours justement qui répond à ces besoins-là. Il y a aussi des métiers hyper spécialisés. Donc ça, c'est aussi une nouvelle donne, un nouvel élément qu'il faut prendre en compte quand on rentre dans ce domaine, en tant qu'opérationnel du marketing. Et je vais détailler après, mais ces métiers-là, justement, on ne peut pas arriver sur le tas comme il y a 10 ans. Alors, juste avant de passer au coaching digital, juste un point sur les métiers hyper spécialisés. Souvent, j'entends quelque chose qui commence à m'énerver. En fait, j'entends des personnes qui disent qu'il faut s'appuyer sur les jeunes. Alors oui, on peut s'appuyer sur les jeunes. Mais concrètement, les jeunes ne sont pas nés avec la puce marketing digital dans la tête. Ils doivent se former comme tout le monde. Parce que la seule chose que les jeunes maîtrisent plus que les autres générations, c'est une navigation inutile sur Internet. Ils connaissent les réseaux sociaux pour un usage futile, pas pour un usage professionnel. Et le marketing digital, ça n'est pas simplement les réseaux sociaux. Donc ça aussi, il faut faire attention à ne pas faire un excès de jeunisme en disant je vais m'appuyer sur les jeunes vont former les vieux, pourquoi pas. Mais ce sera pour des choses vraiment très limitées. Donc pour revenir au coaching digital, il y a un métier qui a fait l'actualité, c'est justement le community manager. Ça fait 4 ans que je préviens tout le monde que cette voie est déjà complètement bouchée. Le community management, aujourd'hui, ça a été la voie de reconversion pour beaucoup de personnes. Parce que forcément, quand on arrive dans un nouveau secteur, on se dit, bon, je vais essayer de prendre ce qui m'est le plus proche, ce qui est le plus facile. Et les réseaux sociaux, à la base, c'est vraiment le métier qui est le plus proche du quotidien de ces personnes qui se reforment. Et donc, du coup, tout le monde bascule vers le community management. Donc là, typiquement, c'est déjà une voie bouchée, alors que pourtant, beaucoup de centres de formation vont proposer ces cursus-là. Donc, il faut faire attention. Alors, quelles sont les expertises recherchées aujourd'hui dans le marketing digital? On va avoir une première expertise qui est toujours l'expert SEO, qui n'est pas un nouveau métier, parce que ça aussi, j'entends souvent ça et ça commence à me choquer. Les gens du marketing, comme les gens de l'entreprise, découvrent les métiers du marketing digital comme si ces métiers étaient nés il y a 1 an, 2 ans. À la base, ces métiers existent depuis déjà 10 ans, voire 15 ans pour certains. Donc ce sont certes des métiers récents, mais ce ne sont pas les nouveaux métiers. Donc, expert SEO, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme SEO, Search Engine Optimization, en fait, c'est référencement naturel. C'est comment se placer gratuitement dans Google. Alors, gratuitement, il faut pas payer le salaire de l'expert SEO, qui est quand même le salaire le plus élevé généralement du marketing digital. Vous avez également l'expert SIA. Donc, l'expert SIA, c'est Search Engine Advertising. Donc là, c'est la publicité sur les moteurs de recherche. C'est du référencement payant. Vous pouvez peut-être connaître le terme d'AdWords, Google AdWords. Donc ça, c'est aussi une expertise très recherchée. Et si on fait une petite parenthèse sur le Search Engine Advertising, généralement, les premiers mots qui vont sortir quand je vous parle de référencement payant, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de référencement payant? Ceux qui ont déjà eu, en tant qu'entrepreneur, peut-être une idée. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de référencement payant ou Google AdWords? Oui? C'est mon avis personnel, hein, mais je pense que c'est de la tricherie. C'est de la triche. Alors c'est un jugement, mais en termes de business, si ça permet d'atteindre le client, c'est pas très grave. Donc, généralement, pour revenir sur lui, vous avez peut-être un... Oui, on peut dire, de toute façon, le référencement payant, c'est que se positionner sur des mots qu'on a choisis, des termes de recherche qu'on a choisis, et qui en général sont en relation avec notre métier ou le service qu'on propose. Je
vois pas où est-ce que c'est de la triche. Je pense que. C'est pas de la triche non plus, c'est pas si facile que ça. C'est ça que là-bas c'est une expertise. Ouais, non, c'est une expertise. Parce que généralement, la première bêtise que fait n'importe quel entrepreneur, c'est de vouloir le faire tout seul. Et généralement, il va dire mais ça marche pas, c'est pas rentable, ça coûte cher. Alors qu'en fait, c'est l'un des meilleurs moyens pour justement atteindre le client quand on fait notamment de l'e-commerce. Oui. Alors, j'ai dit que c'est de la tricherie parce que j'ai eu une expérience une fois avec une association en France ce qui mettait en avant en termes de mots-clés pour apparaître en premier dans la recherche Google ne correspondait pas exactement avec ce qu'il délivre réellement en termes de valeur. Alors ça, normalement, c'est interdit par Google. Voilà. Là, c'est pas la Google AdWords qui est un outil de triche, c'est juste une personne qui l'a mal utilisé. Mais à la base, ça doit coûter très cher de très mal utiliser. Parce que normalement, c'est fait pour que ce soit normalement dirigé par la pertinence. Parce que souvent, on pense que c'est parce qu'on paye qu'on est premier, c'est parce qu'on paye, en fait, c'est aussi parce qu'on est pertinent par rapport à la requête de l'internaute. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un sujet vaste. Donc l'expertise SIA, expertise marketing mobile aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de mobilité, donc forcément, c'est un domaine aussi à part, des compétences un peu à part, donc c'est bien aussi pour avoir ces compétences-là. Et quatrième expertise, donc l'expertise analytique, donc l'analyse de la donnée. Il faut savoir que quand on parle data analyst, moi la première j'étais surprise, parce que je connaissais le métier d'expert analytics, puisqu'il existe déjà depuis longtemps, aussi longtemps que l'analytics existe, même avant. Et pour moi, data analyst, au début je me disais mais c'est un nouveau métier. Et quand j'ai demandé à mon co-auteur qui fait la partie data sur les métiers, de parler de nouveaux métiers, il m'a dit qu'il y en a qu'un en fait, data scientist. Tous les restes, en fait, tous les autres métiers existaient déjà. On les a juste renommés en fait, c'est juste de rebranding de métier. Donc le data analyst, ça n'est juste en fait qu'un expert analytics. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle avec la plupart des experts dans les data analystes, parce que j'ai eu du mal à trouver un qui puisse justement écrire sur le sujet de manière 360, c'est-à-dire écrire sur toute forme de data. La plupart des personnes qu'on trouve qui portent le titre en fait de data analyst ne savent analyser que la donnée web-centrique, c'est-à-dire qui provient Internet. Et n'ont pas encore les compétences pour analyser la donnée qui sort de l'Internet, donc les points de vente et tous les autres points de collecte d'informations. Donc voilà. Donc, j'en arrive à mon quatrième point, donc l'innovation conso pour la parallèle de son entreprise. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, veille collaborative, j'en ai parlé, c'est un peu la fin des études prospectives. Aujourd'hui, tout le monde peut être source d'informations pour l'entreprise. Et on en parlait aussi, le rapport au temps va changer. Typiquement, tout à l'heure, l'intervenant disait dans 6 mois, tout ce qu'on dit maintenant sera déjà faux. Demain, peut-être déjà. Tous les jours, il y a des informations dans le domaine digital. À la minute, encore aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose en commentaire sur la présentation parce que j'ai vu l'information passer. Donc, c'est important justement que ce soit collaboratif parce que c'est pas possible d'arriver autrement, même s'il y a des outils qui peuvent aider à faire ça là-dessus. La R&D autrement, on en a déjà parlé. Maintenant, on parle beaucoup de Cron Innovation. Donc, le service R&D a perdu son monopole de création, d'invention. Dans l'entreprise, donc, exploiter le potentiel existant, c'est aussi organiser des challenges internes, notamment des hackathons internes. C'est forcément pas avec l'extérieur, vous savez y penser. D'ailleurs, je pense que c'est ce que Facebook fait. Ils lancent régulièrement des hackathons dans l'entreprise pour justement innover. L'intrapreneuriat aussi. Beaucoup de grandes entreprises maintenant essaient de fomenter justement les initiatives d'intrapreneuriat plutôt que de voir l'expérience Kodak se mettre sur des BT. Alors Kodak, on en a parlé 2 fois aujourd'hui. Et si on précise 5 minutes ce qui s'est passé, Steve Sasson, en 1975, a créé l'appareil numérique. En fait, c'est pas Kodak, c'est un employé Kodak. Et quand il a, au début, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on l'a laissé évoluer, essayer de chercher, tâtonner, puis il est arrivé au produit. Et quand il a demandé, bon, alors on commercialise, là, l'entreprise a dit non. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le go-to-market, il n'y a pas eu ces dernières actions qui auraient dû être normalement être une évidence. Donc, il faut vraiment, justement, au contraire, faire attention à la fuite des idées et au contraire y contribuer. Alors, s'ouvrir aux idées extérieures, puisque l'innovation, à la base, c'est devenu extérieur. On en a parlé, le crowdsourcing. Donc là, c'est trouver justement des idées un peu partout. Puisqu'à la base, on ne peut pas non plus se dire qu'avec toutes les personnes de l'entreprise, on va trouver des solutions. Les solutions, elles sont au quotidien, dans vos actions quotidiennes, dans vos problèmes quotidiens. Typiquement, est-ce que vous avez entendu parler du flash paper? Non. En fait, c'est l'innovation qui est inventée par, je ne dis pas de bêtises parce que souvent on n'est pas ça pour prononcer, je ne vais pas revenir, Madame Choupla,
qui, en fait, est parti en vacances en Inde, dans sa famille, et elle a vu sa grand-mère, elle a bu de l'eau du robinet, et sa grand-mère lui a préparé en fait une potion avec des épices, et ça lui a permis de pas être malade. Elle est rentrée chez elle, pendant des années, elle a bossé dessus, et elle s'est dit, mais c'est super en fait, si les épices me permettent justement de décontaminer, peut-être que ça pourrait servir aussi à, au contraire, préserver. Et donc elle a créé des feuilles de papier qui permettent de conserver la nourriture 2 à 4 fois plus longtemps. Donc ça sert notamment dans les pays où justement on n'a pas forcément toujours des frigos pour conserver la nourriture plus longtemps. Et essayer aussi de contribuer à la diminution du gâchis. Donc voilà. Donc ça typiquement, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la base, tout le monde n'est pas parti en Inde dans sa grand-mère et a bu de l'eau. Donc il faut forcément s'appuyer sur les exemples qu'on peut trouver partout. Et c'est pas forcément vos employés, c'est peut-être vos employés, mais ça peut être aussi des personnes extérieures. Le brainstorming à Hackathon, mais là, à l'extérieur, on peut aussi l'organiser. Je prends l'exemple de justement à Corotech, ils ont organisé un hackathon, j'en parlerai tout à l'heure, qui a permis d'inventer le futur, en tout cas changer le futur du travail des femmes de ménage. Ensuite, bien évidemment, il faut mieux garder la main sur les innovations. Donc c'est un peu ce que font les entreprises avec les accélérateurs, les incubateurs. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui de grande taille qui n'a pas son accélérateur ou son incubateur. Et puis, quand on a fait naître, on va dire, la maison, tant qu'à faire, on va le racheter. Vous imaginez ce que Facebook aurait fait si WhatsApp, vous n'avez pas réussi à racheter WhatsApp? Aujourd'hui, WhatsApp, c'est incontournable. Donc c'était, certes, ça coûtait 19 milliards, mais ça valait le coup. Un autre exemple, justement, que j'ai vu aujourd'hui, la banque postale, c'est un jour dans ma mail, a racheté KissKissBankBank. KissKissBankBank, en fait, c'est une société de crowdfunding qui faisait partie justement des premiers, c'est un peu le Kickstarter français. Et donc, du coup, la Poste peut aussi essayer de rattraper son retard en rachetant des sociétés comme ça qui, justement, discutent un peu leur secteur. Alors, focus sur l'innovation, je vais vous présenter peut-être 3-4 exemples pour voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Première chose, en fait, GE est un des acteurs justement qui a œuvré pour le Innovation, notamment il y a une plateforme qui s'appelle First Dive, et c'est une plateforme en fait de co-création. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent à tout le monde de collaborer dans ces challenges. Donc là, par exemple, le challenge, c'était essayer de créer l'hôtel du futur, l'hôtel de demain. Et tout le monde participe, les ingénieurs, tout le monde. Et après, ce qui leur propose, c'est justement la commercialisation de ces inventions via leur filiale JFX. Donc là, par exemple, ils avaient créé en fait un robot, petit pingouin, vous voyez le pingouin violet, qui justement est un robot avec de l'IA, d'intelligence artificielle, qui permettait justement de servir le client dans sa chambre d'hôtel, notamment avec le service, etc. Un autre exemple, c'est Lego. Donc là, on est plus sur du crowdsourcing, parce qu'on n'est pas forcément sur des ingénieurs ou des personnes qui ont des compétences techniques. On est plus sur vraiment l'idée de base. Lego a pour idée, s'est dit, bah tiens, je vais peut-être faire une plateforme où les gens vont faire leur design de jouets, plutôt qu'à chaque fois d'imposer et commence à tourner un peu en rond, et si justement on ouvrait. Donc là, on voit par exemple un problème qui est suivi avec des votes, et donc celui qui a le plus de votes après peut recevoir un produit. Encore un exemple, la NASA aussi. Alors là, la NASA en fait a lancé un challenge avec plein de codeurs pour un prix de 24 000 $. Le but c'était d'arriver plus vite, plus loin. C'est-à-dire qu'il leur fallait en fait un algorithme qui leur permette de remplir les kits médicaux pour les voyages avec des personnes à bord. Et donc du coup, ils vont plus gagner du temps et des idées. Donc ils ont réalisé ce challenge pour justement améliorer leur process. Encore un dernier cas, justement, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Donc le Wii Challenge d'Accord Hotel avec Innovation Factory, où justement on leur a proposé de révolutionner par le client. Et donc ils ont inventé le chariot connecté. Le chariot connecté,
c'est grâce à ce genre de choses qui ont été créées, le post-it ou encore le scotch. Voilà. Donc, je vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions.